d'énergie associés, les partenaires ainsi que les outils que nous mettons à disposition et vous montrer également la roadmap des différents produits proposés qui en découlent donc de cette techno. Donc juste une brève introduction en fait. Globalement en fait, chez nous, le travail sur la récupération d'énergie a débuté concrètement en 2011 suite à on va dire une demande du gouvernement japonais notamment suite au aux événements qu'ils avaient eus, donc avec le tremblement de terre et le tsunami, pour réduire la dépendance énergétique. Donc l'idée, c'était de pouvoir réduire donc cette dépendance dans bon nombre de domaines. Donc ça peut être ce qui concerne bien entendu les industries, mais également le médical, tout ce qui concerne la domotique, mais également les produits wearables et ainsi que les produits de consommation courante. Donc l'idée, c'était de s'affranchir de batterie et de pouvoir potentiellement récupérer de l'énergie alors que de multiples sources. Donc ça va de déplacement d'air, donc vibration, ça peut être le solaire, mais également différence de température. On a des travaux, sachez en ce moment, on a des travaux également sur la récupération d'énergie à base de bactéries. Donc voilà, il y a pas mal de voies à explorer. Maintenant, un point qui est important et je pense que les intervenants d'hier l'ont très bien fait remarquer. Donc, dans un process, dans un système, on va dire, basé sur l'électronique, vous avez donc si vous avez des process à faire, heu, vous avez typiquement donc une mise en stand-by. Donc si je prends le cas par exemple d'une montre connectée par exemple, donc vous avez votre montre qui est, souvent en stand-by. Donc c'est important d'avoir en tête les niveaux de consommation, du système. Donc on va être de l'ordre de 1 à 5 microwatts. Puis on va avoir un stimulus, donc ça peut être une activité, ça peut être, voilà, vous appuyez sur un bouton. Donc là, on va demander au microcontrôleur donc qui gère le process de se réveiller. Donc on va avoir des consommations de l'ordre de la centaine de microwatts jusqu'au milliwatts. Et puis généralement, on peut avoir une communication donc par BLE ou autre système de communication. Et donc là, on va être de l'ordre de cinquantaine de milliwatts. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que, bien entendu, donc vous voyez à droite, en fonction des sources d'énergie, vous voyez les quantités disponibles et vous voyez que pour atteindre les milliwatts, on est bien souvent obligé d'avoir des sources mécaniques. Ou alors, si on reste sur des sources type radiant, donc par exemple panneaux solaires, donc organiques ou internes, qu'importe, il faudra accumuler cette énergie, donc la stocker pour pouvoir ensuite réaliser le process. Donc on a par exemple des questions souvent sur: «Ah oui, est-il possible de récupérer l'énergie par exemple pour via l'ARF?» Donc oui, c'est possible. Mais vous voyez tout de suite donc en bas du graphique à droite que la quantité d'énergie reste minime par rapport à ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir réaliser un process. Heu, donc, vous comprenez tout de suite qu'il y a une certaine balance à avoir entre, la récupération d'énergie avec ses contraintes, hein, bien sûr de coût, de taille et puis, ce qui est possible de faire en termes de process après, au niveau du microcontrôleur notamment. On va dire plus généralement de l'électronique. Et en fait, ce qui était difficile à réaliser il y a de ça quelques années, à l'heure actuelle, on est capable de proposer des solutions. Alors un point important aussi à prendre en compte sur la partie process, sur la partie puissance de calcul et la partie électronique, vous avez sûrement entendu parler de la loi de Moore, qui dit que voilà, tous les ans ou tous les 2 ans, on est capable d'augmenter la fréquence. Donc la rapidité de calcul de nos processeurs. Donc ça, c'est très, très intéressant. Par contre, il y a une contrepartie,
c'est qu'en diminuant donc la taille des transistors, donc pour augmenter justement cette fréquence, on va venir, et ça c'est un point, non négligeable, on va venir augmenter, la consommation du produit, par fuite. C'est-à-dire que vous allez avoir, des migrations d'électrons, au niveau du transistor, non maîtrisées. Donc ça, c'est un point très, très important parce qu'à l'heure actuelle, il faut essayer de trouver le meilleur compromis entre une puissance active, donc une consommation en mode actif et une consommation en mode stand-by. Donc comme vous l'avez vu dans mon process tout à l'heure, j'ai une bonne partie en mode stand-by et puis j'ai du process à réaliser quand j'ai un stimulus. Et là, la problématique, c'est que plus on va diminuer la taille des transistors, plus on va avoir cette partie active qui va diminuer, bien entendu, parce que pour augmenter la fréquence et donc la migration des électrons à haute fréquence, ça sera assez aisé. Par contre, tout de suite en mode stand-by, on va venir entre guillemets baver, on va avoir beaucoup de fuites d'énergie. Et c'est là où Renesas vient intervenir, donc avec un process. Donc, je ne vais pas détailler l'intérieur du système en tant que transistor, mais globalement, en fait, on est sur une structure hybride qui permet d'une part d'obtenir une consommation en mode actif réduite. Donc, on est capable d'atteindre des fréquences jusqu'à 64 MHz en restant à des tensions très basses. Donc typiquement, ce qu'on a sur des systèmes liés à la récupération d'énergie, sur des petits systèmes. Et puis, on va avoir une consommation en mode stand-by qui reste très réduite. Donc, c'est un peu le meilleur compromis entre les deux systèmes. Parce que typiquement, en fait, à l'heure actuelle, vous avez deux types de techno, soit techno à forte géométrie, donc par exemple du 130 nanomètres, où vous allez avoir une consommation en mode stand-by qui est extrêmement réduite, parce que la taille des transistors est conséquente. Par contre, vous serez bridé en termes de fréquence. A contrario, vous avez des systèmes type FDSOI ou autres, donc là où vous avez un mode actif qui est très 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 intéressant. Par contre, en mode stand-by, bien entendu, on a moins d'intérêt par rapport à des technos à forte géométrie. Et donc le challenge et surtout ce qui a été relevé par la techno donc SOTB, donc là c'est techno Renesas. Si on la compare à un microcontrôleur standard, donc même dans nos gammes, on a réduit, on a un facteur donc de 10, donc on a réduit de 90% la consommation globale, et on vient intégrer dans notre contrôleur un récupérateur d'énergie, donc qui gère justement l'alimentation du micro et d'une capa ou une deuxième petite batterie. Donc juste pour vous donner des données factuelles, donc on est aux alentours de la vingtaine de microampères par mégahertz. En mode stand-by, on est à 140 nanoampères, et surtout, et c'est là où c'est vraiment ça montre l'intérêt de ce type de techno. Donc, on est capable d'avoir une consommation de l'ordre du nanoampère par kilo-octet de RAM maintenu. Donc, on peut rester en mode stand-by et maintenir l'intégralité des variables du process. On peut les maintenir dans le micro. Au niveau consommation du convertisseur analogique numérique, on est autour de 44 microampères, 32 kHz. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur des micros déjà basse consommation, dans notre gamme, on va plus parler de milliampères ou une centaine de microampères. C'est pour vous montrer voilà, l'intérêt, pas simplement du point de vue process, mais également au niveau des périphériques du microcontrôleur. Alors, d'autres intérêts, ça va être par exemple l'immunité à la corruption de données par radiation. Et puis, on obtient un excellent rapport signal sur bruit en utilisant cette techno, donc notamment par exemple avec un convertisseur analogique numérique 14 bits. Donc, si vous avez des capteurs à mettre en face de votre process. Un autre point
qui est intéressant sur notre gamme donc de produits qui utilisent cette techno, c'est qu'on est venu intégrer des compteurs qui sont capables, par exemple, de venir se réveiller. Donc, si vous utilisez, par exemple, une résolution de 30 microsecondes, vous avez la possibilité de vous réveiller toutes les 36 heures, jusqu'à 36 heures, hein. Bien entendu, vous pouvez vous réveiller plus tôt, mais c'est vous montrer voilà, comment on peut gagner aussi sur la phase de stand-by. Mais également, si on utilise une résolution de 4 millisecondes, vous pouvez imaginer avoir une période maximum de l'ordre de 200 jours. Donc, c'est pour vous montrer aussi, voilà, on vient équiper ce type de produits, de fonctionnalités intéressantes pour éviter de venir consommer le moindre microwatt. De la même manière, on est venu coupler donc, le convertisseur ADC avec des fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire que le process va être capable de faire des mesures, d'accord, sans réveiller le processeur. Donc on va fixer par exemple une limite haute, une limite basse. Tant qu'on est dans cette fourchette, on va venir donc échantillonner la valeur de votre capteur, par exemple, et on ne va pas réveiller la CPU, le processeur. Et lorsque l'on obtient une valeur qui sort de cette fenêtre, dans ce cas-là, on vient réveiller la CPU. Et là, forcément, qui dit réveil CPU dit consommation, même si c'est pour se rendormir la plupart du temps. Et c'est ce qui est fait à l'heure actuelle dans bon nombre de produits. On est obligé à chaque fois de réveiller la CPU pour faire le traitement et faire le calcul. Est-ce qu'on est ou non dans cette fenêtre? Avec ce type de produit, ce n'est plus le cas. Voilà, et un autre point, donc il y en a pas mal, hein, mais j'ai relevé les principaux. Ça va être par exemple la reprogrammation. Donc c'est un point intéressant parce que typiquement, si je reprends l'exemple d'une montre connectée, vous pouvez avoir à mettre à jour votre montre, donc de la reprogrammation, et c'est souvent un facteur de consommation important. Et vous voyez, donc j'ai illustré là sur cette diapositive, typiquement sur un composant actuel, donc avant le SOTB, on était de l'ordre de 3, 5, 4 milliampères, et là on est à 0,6 pour la reprogrammation du composant. Alors, ce qu'il y a d'important aussi à noter, donc là maintenant, c'est vous montrer aussi la partie récupérateur d'énergie. Un frein jusqu'à présent était notamment le démarrage des produits avec peu d'énergie. Avec cette techno, donc ce composant, comme vous voyez, on a toute une partie donc classique, on va dire microcontrôleur. Alors même si je dis classique, on est capable de définir des zones alimentées ou non. Et puis, on a cette partie récupération d'énergie qui est capable de faire de réaliser la charge d'une petite capa. Alors quand je dis petite capa, une capacité ça va être de l'ordre de 47 à 100 microfarads, et également potentiellement, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une batterie rechargeable. Et le produit est capable de gérer l'overcharge, de faire une détection de charge. Il réalise l'alimentation aussi de tout le système, et on est capable de démarrer simplement avec un courant de 5 microampères, qui est à l'heure actuelle euh, problématique sur la plupart des composants sur le marché, parce que comme vous voyez sur le diagramme en bas à droite, et c'est ce qui était notre frein également sur d'autres gammes de microcontrôleurs, hein. C'est ce qu'on a. Donc vous avez un inrush current au démarrage qui fait que à chaque fois vous pouvez pas passer cette barrière. Voilà, et donc on a ce récupérateur d'énergie qui est compris dans le composant, et qui va permettre de gérer multiples sources, et surtout de gérer l'alimentation, alors soit du microcontrôleur, soit et en parallèle la capa de démarrage, ainsi que potentiellement une batterie secondaire.
Voilà, alors les applications et les preuves de concept, donc on a réalisé plusieurs fonctionnalités. Typiquement, là, c'était une démo, qui était réalisée à Electronica, donc qui permettait en fait de réaliser un électrocardiogramme, simplement en utilisant, donc là, c'est pas un panneau solaire, c'est un vêtement en fait qui est capable de générer de l'électricité. Et donc simplement avec cette énergie, on était capable de faire le CG, donc l'électrocardiogramme, de l'afficher sur un petit display et de l'envoyer par BLE, donc en Bluetooth à une tablette. Alors on a d'autres possibilités, ça va être par exemple des effets type Peltier, donc on génère de l'électricité, enfin de l'énergie grâce à la différence de température et typiquement ça va s'appliquer sur des cas d'usage typiquement liés à l'agriculture, donc où on va avoir peu de connectivité, on va dire, et puis disponible, et puis peu d'alimentation électrique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est utiliser soit un petit panneau solaire, soit le produit que je vous ai montré précédemment, faire une mesure de température et d'humidité et renvoyer régulièrement. Quand je dis régulièrement, alors ça va être sur du LoRa, donc on a quand même une consommation qui peut être entre guillemets importante par rapport à l'énergie du système au global. Donc nous, la démo, on renvoie des données toutes les 30 secondes à la minute. Voilà. Juste un point sur la partie partenaire, donc laquelle on s'associe pour faire nos démonstrateurs et puis tester nos fonctionnalités. Donc on a quelques partenaires type Dracula, on a donc ça va être sur des panneaux solaires organiques, mais voilà, le Crésit a mentionné d'autres noms. On a aussi également donc tout ce qui est vibration et je l'ai mentionné, tout ce qui est thermique. Et autrement, panneau solaire, ça peut être même en interne. Donc j'ai par exemple une démonstration où j'utilise un petit panneau solaire qui fait 4 par 5 centimètres en interne et en indoor. Et on est capable de réaliser bon nombre de choses sans utiliser de batterie. Au niveau du support et de l'évaluation donc des produits après pour la mise en route, donc on a pas mal d'outils. Donc ça va être déjà des cartes d'évaluation avec pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez venir vous greffer avec vos interfaces, donc type PMOD, ou alors on a des, hem, des connecteurs type Arduino. Et puis on vient se connecter avec sur l'ordinateur, donc sur le PC, avec une sonde de debug qui est incluse et qui vous permet de travailler facilement et rapidement sur le produit. Donc on a deux types de cartes. Donc si vous avez besoin de beaucoup de mémoire ou peu, voilà, tout dépend de l'application. Et sachez qu'on a également toute une suite logicielle pour vous aider à développer donc l'ensemble des pilotes, des différents périphériques. Donc si vous avez besoin de connecter capteurs via une liaison série, via voilà, si c'est une mesure analogique, et ainsi de suite. Hem, on a un bon nombre de démonstrateurs qui sont disponibles et vous pouvez aller sur notre site internet pour voir ce qui est possible. Donc typiquement, je vous ai parlé si vous regardez celui du milieu, je vous ai parlé de différence de température. Là, c'est un système où on vient approcher la main et simplement différence de température entre l'air et le corps humain, on est capable simplement d'alimenter le système et même d'afficher sur le display. Sinon, on a une autre démo où on vient euh, agiter un petit module et puis ça fait vivre l'ensemble du système. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez intéressant. Voilà. Et puis sachez que cette techno a été promue un bon nombre de fois. Donc là, j'ai mis quelques awards, mais on en a eu pas mal liés à la rupture technologique offerte par cette techno.
Simplement un mot sur, et j'en finis, sur la roadmap des composants. Donc sachez, voilà, on a pour le moment deux principaux composants, donc différents types de boîtiers, avec pas mal de mémoire ou limité à 256K, avec les cartes associées. Sachez qu'on a en cours de développement un composant où on vient rajouter donc au récupérateur d'énergie ainsi que le microcontrôleur, on vient de rajouter une partie communication sans fil, donc type Bluetooth. Et sachez qu'on est en train de travailler sur une génération de produits qui intégreront donc des processeurs un peu plus performants, intégrant pas mal de sécurité également, mais surtout pouvant récupérer multiples énergies en même temps. Voilà. Un petit point sur les blocs diagrammes. Donc, concrètement, donc on va avoir pas mal de mémoire, pas mal d'interfaces analogiques. Et puis, voilà, j'en ai parlé. Donc, la partie sécurité qui est importante. Voilà, typiquement, si vous avez besoin de mettre à jour votre produit, ce genre de choses. Donc, on a chiffrement AES, ce genre de choses. Et puis, quelques interfaces dédiées on va dire à l'interface homme-machine basse consommation. Donc typiquement les memory in pixel display. Et puis on a des circuits de conversion interne 2D pour faire des manipulations sans consommer trop d'énergie. Bon, bien entendu, hein, les micros sont dotés de pas mal de fonctionnalités internes type oscillateur et ainsi de suite pour vous éviter de rajouter des composants externes. Le même micro, donc dépourvu d'une partie de sortie analogique, par exemple, ou d'AOP, et mémoire réduite dans ce cas. Voilà, et en résumé, ce qu'on veut simplement vous faire passer comme message, c'est qu'à l'heure actuelle, donc notamment avec les produits Renesas, donc type RE, donc basé sur la technologie SOTB, on a la possibilité à l'heure actuelle de réaliser des systèmes donc complexes en termes de process de calcul, mais utilisant très peu d'énergie, et tout ça géré directement par le composant. Donc pas besoin de rajouter de récupérateur d'énergie externe, tout est inclus dans le composant. Vous avez juste à connecter par exemple un petit panneau solaire et puis réaliser l'ensemble de votre code. Voilà, je pense être dans les temps. Oui, c'était parfait. Si vous pouvez nous rendre la main, Alors, vous mettez votre souris sur mon nom, il y a mort, et vous mettez make. attendez. Hop, stop share déjà. Tac, tac, tac. Bon. En tout cas, merci pour cette présentation. Oui, on va commencer à partager. Oh, pardon, juste en complément de cette présentation-là, pour ceux qui ne sont pas trop loin d'Orléans, nous, on a justement quelqu'un qui travaille sur l'évaluation de ce kit-là, du kit RE01. Donc au Crésit. Et l'idée, c'est qu'on voit justement avec les panneaux photovoltaïques d'Armor, qui ont présenté hier leur technologie, la quantité d'énergie qu'on peut récupérer avec le kit de développement de Renesas. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent, n'hésitez pas à nous recontacter après pour voir un peu le résultat. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour vous présenter ce qu'on a pu voir comme récupération d'énergie. On va passer aux Oui, il y a aux pas questions. mal de questions. On a quelques questions. Donc tout le monde peut poser toutes ces questions sur le chat, il y en a déjà pas mal. Plutôt sur le chat que sur l'onglet Q&A. Là. Il y en a quand même une qui a été posée là-dessus, on va la soumettre. Monsieur Valger, je vais du coup vous redonner la parole. Si vous pouvez juste reprendre votre micro. Ou Monsieur Briand, vous l'avez également. Oui. On y va pour les questions. Alors, quelle est la durée moyenne de sortie de sommeil profond et autres modes veille? Quel type de batterie est supporté? Alors la durée de sortie de sommeil, donc on a plusieurs modes, donc c'est une très bonne question. Suivant les oscillateurs
Tout ça, ça va dépendre de l'oscillateur utilisé, mais on va être de l'ordre de quelques microsecondes dans le meilleur des cas. Après, suivant encore une fois, l'oscillateur et la mise en veille, on peut avoir des durées supérieures. Mais oui, c'est une bonne remarque. Merci. Y a-t-il un pont de diode en entrée? Quelle topologie de conversion est mise en œuvre pour la partie gestion d'énergie? Alors, il n'y a pas de pont de diode en tant que tel si vous avez par exemple une source alternative. Donc, ce sera à vous de gérer ça. Par contre, après, on a un système pour éviter le retour d'énergie, donc en interne, mais pas de pont de diode en tant que tel. D'accord. Quels sont les IDE disponibles pour la programmation? Alors, les IDE, on va avoir principalement 2 IDE. Donc, ça va être Eclipse, donc basé sur donc c'est Eclipse Embedded Studio, donc c'est Eclipse Renesas, et autrement on a IAR. D'accord. Une question très courte. Support de l'OS open source Riot? Non, pas que je sache. Non. D'accord. Quel est l'ordre de grandeur du prix des composants à 10 000 pièces? Est-ce que vous pouvez donner ça? Alors là, je vais laisser la main à mon collègue. Oui, ça c'est toujours une bonne question. Sur donc la version la plus élevée, donc avec 1.5 mégas de flash, pour donner une ordre d'idée, 10 €, ça sera la première réponse. Par contre, pour les versions 256 kg de flash, vous êtes aux alentours de 4-5 €. D'accord. Disponibilité chez les grands distributeurs et à nouveau gamme de prix. Bon, vous avez un peu répondu. Alors, donc, Renesas, sur la France, nous avons 3 distributeurs officiels qui sont donc Avnet EBV, Avnet Silica et Future Electronics. Donc, ces 3 distributeurs sont à même de vous proposer donc les différents kits à disposition et les offres commerciales également sur les produits disponibles. Sinon, nous travaillons aussi avec les cataloguistes assez classiques, type ARS, Farnell, Mauser, sur lesquels vous pouvez trouver aussi plutôt phase d'échantillonnage ou alors nos kits. À quelle échéance sont planifiées la disponibilité des solutions à venir, incluant le BLE? Allô? Oui, je peux répondre. La première, alors on a une première version qui est en cours, on va dire, enfin, on a vraiment les premiers échantillons, donc pour vous donner un ordre de grandeur. Par contre, disponible pour le grand public, faut pas compter avant début 2021. D'accord. En fait, il suffit pas, c'est juste pour vous expliquer le contexte, il suffit pas d'avoir le composant, il faut qu'on puisse mettre à disposition l'ensemble des outils, c'est-à-dire carte, mais également la suite logicielle et les drivers associés. Donc typiquement pour la partie Bluetooth, ce que Renesas met à disposition, donc pas forcément que sur ces composants-là, mais habituellement, ça va être l'ensemble des profils, ce genre de choses, profils Bluetooth, pour aider facilement les développeurs. Est-ce que Donc parmi voilà, les c'est pour vous expliquer le contexte. Je comprends. Est-ce que parmi les applications présentées, il y en a qui sont fabriquées en masse? Les applications? Les applications, c'est la question. Oui, alors en masse, donc j'en ai une en tête, c'est celle, alors je n'ai pas forcément illustré via mes diapositives, mais je vous ai parlé de montres connectées. Et donc à l'heure actuelle, vous avez une montre connectée d'un très grand fabricant qui utilise ce composant.
Alors, on peut approfondir, Sébastien, parce que c'est publié, il y a eu les annonces de presse il y a quelques semaines maintenant. Donc, c'est la marque Casio qui a sorti une montre de la gamme ce qu'on appelle G-Shock. Et vous pouvez à la fois donc sur le site Casio, même sur le site Renesas, on en parle. Et là, on parle effectivement de produits de type consumer à fort volume. Et cette montre utilise la version haut de gamme, basée donc 1.5 mégas de flash aujourd'hui. Donc, ça a été en fait le client pilote pour cette nouvelle génération de produits. Ensuite, plus proche de nous, mon industriel, on a commencé la promotion donc fin d'année dernière, on va dire. Et aujourd'hui, la majorité de nos clients sont plutôt dans les phases d'évaluation que d'être aujourd'hui encore dans un statut dit de masse production. C'est quelque chose qu'on espère d'ici les temps de développement, d'ici 6 mois à 1 an, on rentrera en masse production chez les premiers clients. D'accord. Est-ce que ce serait possible d'en savoir plus sur la précision du convertisseur ADC? Oui, oui, oui. Alors, sachez que l'ensemble des caractéristiques des composants est déjà à disposition sur le site internet. Donc, incluant datasheet et incluant caractéristiques électriques. D'accord. Avez-vous des fonctions de type PowerGood à seuil réglable avec des grands hystérésis notamment, pour des démarrages à froid sur capacité? Excusez-moi, j'ai pas compris le début de la question. Alors, je recommence. Avez-vous des fonctions de type PowerGood à seuil réglable avec de grands hystérésis? Je vous avoue que je ne connais pas personnellement. Donc je peux pas vous- Je sais, enfin Vous connaissez suis pas le désolé. type Non, PowerGood? je connais pas le. D'accord. Avez-vous des projets, bon, si M. Gasnick a posé la question, peut préciser un petit peu. Sinon, avez-vous des projets de microcontrôleurs basse consommation basés sur une architecture RISV? RISC-V. Ah, risque. Oui, alors sachez que c'est déjà le cas. Hein. Enfin, le cœur Cortex. Ah, les risque 5, c'est ça? Oui, risque 5, oui. Ah, risque 5, autant pour moi. Oui, j'avais mal compris la question. Oui, risque 5. Alors, sachez que c'est en cours de réflexion chez nous. Alors, ça ne concerne pas seulement les micros basse consommation. Voilà, sachez juste. C'est en cours je peux pas vous dire s'il n'y a pas encore de décision qui a été prise, mais oui, c'est en cours de réflexion chez nous sur l'adoption de ce type de cœur. Les batteries lithium-ion demandent généralement un cycle de charge bien spécifique. Est-ce que le contrôleur Energy Harvester du composant Renesas est compatible avec cela? Non, pas en tant que tel. Alors, non, clairement, pour le moment, non. Pour le moment, non. Soit il faudra le gérer par le logiciel, donc on ne met pas à disposition ce genre de choses. Sinon, on a des composants réalisant tout ce qui est BMS, on a des composants annexes chez Renesas. Voilà, sachez juste. Très bien. Eh bien, écoutez, avec potentiellement plusieurs éléments possibles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a encore quelques questions, mais on va passer à la présentation suivante, sinon on va déborder au niveau du timing. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Donc, je te laisse. Oui, on va pouvoir passer à Monsieur Polegato, qui va vous présenter son retour d'expérience sur la technologie Enotion. Donc, est-ce que Monsieur Polegato, vous avez la possibilité de publier ou est-ce qu'il faut que je vous rende hôte Bonjour, je vais essayer. Ah non, ça me dit que je ne peux pas partager l'écran. Bon, ce sera le cas pour tout le monde. Rendez-moi juste la main quand vous aurez fini. Du coup, Monsieur Valja, n'oubliez pas de couper votre son. Et puis, nous, on va couper également pour laisser Monsieur Polegato présenter tranquillement. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, et vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, pas de souci.
Merci. Donc, je vais vous parler effectivement de la technologie N-Ocean et vous donner un retour d'expérience sur ce qu'on fait chez Nodon. Donc, je vais, un petit sommaire, là, je vais vous parler de notre entreprise, Nodon, de l'Alliance N-Ocean. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est la technologie N-Ocean et on verra différents cas d'usage, donc mêlant les énergies harvester et la technologie N-Ocean, comment on l'utilise en radio. Donc, tout d'abord, vous parler un petit peu de Nodon, notre entreprise. Donc, comme ça a été présenté au début, nous, on est basé à côté d'Orléans, à Saint-Cyr-en-Val. Donc, on est une entreprise française spécialisée dans les accessoires sans fil pour la maison connectée. Et voilà, donc, nous concevons et fabriquons des produits pour rendre les logements et les bâtiments plus intelligents, simplement et rapidement, en utilisant des technologies de pointe. Donc, aujourd'hui, les produits Nodon sont installés dans des milliers de logements, que ce soit des logements particuliers ou des logements plus résidentiels, comme dans des hôtels, des écoles, etc. Donc, je me présente rapidement. Je suis le CTO, le directeur technique de Nodon. Donc, je travaille dans ce domaine depuis maintenant plus de 6 ans. Et aujourd'hui, chez Nodon, donc, nous développons des différents types de produits, que ce soit des actionneurs, des contrôleurs ou des capteurs. Et nous avons cette volonté de toujours vouloir favoriser le sans fil, forcément, parce qu'on fait de la radio, et surtout le sans fil. Donc, l'Alliance, pour vous parler du protocole N-Ocean et de l'Alliance N-Ocean. Donc, l'Alliance N-Ocean, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2008. Donc, c'est vraiment une association où différentes compagnies peuvent rejoindre l'association et définir ensemble comment va fonctionner le protocole. Donc, Nodon fait partie de cette alliance et avec d'autres entreprises, on essaie de participer à l'évolution de l'alliance et du protocole pour les différentes contraintes qu'on a aujourd'hui. Donc, la mission, c'est de fournir une solution standardisée et interopérable pour les bâtiments et maisons intelligentes basée sur une technologie sans fil. Donc, ça, c'est très important. On va y revenir par la suite. Donc, le but est de développer et commercialiser une large gamme de solutions sans fil, interopérables pour les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, etc. Et la vision, c'est de contribuer à créer un monde meilleur, plus sûr, plus économe en énergie et respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation généralisée de capteurs sans fil. Donc ici, juste pour vous présenter quelques produits de notre gamme chez Nodon, donc on va avoir des actionneurs, comme je le disais, et des télécommandes ou interrupteurs qui vont être sans fil, dont je vais vous présenter un peu plus en détail par la suite. De la même manière, on a également des capteurs également sans pile et d'autres types d'actionneurs, donc des prises ou des détecteurs. Alors, qu'est-ce que le protocole N-Ocean? Donc, c'est un protocole radio. Donc, comme n'importe quel protocole radio, il va être divisé en différentes couches. Donc, le protocole N-Ocean, on communique sur du 7 GHz. Donc, en Europe, ça va être du 868 MHz. Donc, les fréquences ne sont pas les mêmes en fonction des différentes régions du monde. C'est basé sur une communication qui peut être unie ou bidirectionnelle. Donc, ça, c'est assez important. On va y revenir par la suite. La plupart des protocoles aujourd'hui sont bidirectionnels. Ça veut dire qu'ils sont… on va avoir une communication, on va avoir une réponse quand on envoie des commandes. Avec le protocole N-Ocean, on n'a pas forcément de réponse directement. C'est un protocole qui est low power, donc qui est dédié au smart home. Donc ça, c'est assez important. C'est vraiment un protocole qui a été construit pour le smart home, contrairement à un protocole qui est Bluetooth, par exemple, qui va être un protocole assez générique, ou le Wi-Fi qui est un protocole générique et dont on a utilisé, qu'on peut utiliser en smart home. Le protocole N-Ocean, c'est vraiment un protocole qui est dédié au smart home. Donc, c'est un protocole qui est assez simple. On n'a pas de système de réseau. Donc, c'est des devices qui peuvent communiquer en point à point directement. On va avoir des commandes radio qui sont très concises et qui vont permettre donc d'avoir une faible consommation d'énergie. On n'aura pas besoin d'envoyer beaucoup d'informations
envoyer des commandes. Et comme je le disais, donc c'est une communication qui est unidirectionnelle, ce qui veut dire que quand on envoie une commande, on ne va pas forcément attendre de réponse. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, sur d'autres protocoles, par exemple en Bluetooth, on va avoir un système de questions-réponses où les deux produits vont communiquer ensemble. Donc, on va s'assurer qu'une commande a bien été reçue. Il va y avoir un système d'acknowledgement, par exemple, qui permet de fiabiliser la communication. En Notion, c'est un petit peu différent. Pour ce type de fiabilisation, on va envoyer plusieurs trames d'un coup, plusieurs sous-télégrammes, mais on ne va pas attendre de réponse. Donc, ce qui va nous aider dans cette faible consommation et dans ce système qui va pouvoir nous aider à faire de l'énergie investie. Donc là, on va voir différents cas d'application. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail des différentes énergies harvesteurs ou des différentes façons de générer de l'énergie, puisque ça a été très bien décrit par les précédentes présentations. On va plutôt voir comment on utilise cette énergie pour créer un vrai cas d'application. Donc, si on prend le cas de l'énergie mécanique, par exemple, on va pouvoir avoir des cas d'application liés à des télécommandes ou des interrupteurs. Si on prend de l'énergie solaire, avec des capteurs solaires, enfin des cellules solaires, on va pouvoir faire des capteurs directement ou des détecteurs de présence, par exemple. Et pour l'énergie thermique, on peut avoir un cas assez particulier qui est la valve de contrôler des radiateurs. Alors, un schéma tout simple pour voir comment on va passer d'un récupérateur d'énergie mécanique à un produit final, donc ici une télécommande ou un interrupteur. Donc ici, on est sur un système qui est très très simple. Donc on va avoir la récupération d'énergie. Donc là, on va récupérer l'énergie via le générateur d'énergie. Ça va nous donner un tout petit peu d'énergie pour alimenter un processeur. Donc à chaque fois, on va appuyer sur un bouton. Ici, pour un cas d'application particulier, par exemple, on va avoir 4 différents boutons. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton, on va créer l'énergie, le processeur va se réveiller, il va aller détecter quel bouton a été appuyé. Donc en fonction du bouton qui a été appuyé, il va envoyer l'information correspondante du bouton et il va l'envoyer en radio et donc on va avoir créé toute cette énergie via l'appui bouton et en ayant processé toute cette énergie et créé la commande, on va pouvoir envoyer une commande radio. Donc là, le challenge, c'est un peu d'être très concis et très rapide dans l'exécution des commandes pour vraiment optimiser la gestion d'énergie et la création de la trame radio et l'envoi de la trame radio. Donc, comment c'est possible? Techniquement, bon, on envoie une trame radio, mais là où c'est possible, c'est vraiment dans la solution finale où on va envoyer une simple trame radio avec une simple information pour dire le bouton est appuyé. Donc ici, la télécommande qu'on a créée va envoyer une seule commande, et c'est ensuite le produit final ou une gateway qui va gérer cette commande et qui va l'interpréter. Donc dans ce cas précis, par exemple, on envoie une commande pour chacun des boutons et une commande pour le relâchement. Donc si on veut faire des cas d'application un peu plus poussés, pour faire par exemple des appuis plus longs, pour faire du dimming ou pour contrôler des choses différemment, la télécommande va avoir aucune intelligence en elle-même, elle va juste envoyer un statut et c'est plutôt du côté de la gateway ou du côté du produit d'interpréter la trame de cette façon et de gérer ça. Donc, comme on est sur une communication unidirectionnelle, la télécommande envoie toujours sa trame en broadcast, c'est-à-dire elle l'envoie à tout le monde et n'importe quel produit qui est à proximité va détecter cette trame, va voir cette trame. Donc, c'est à chaque produit, à chaque autre produit de l'interpréter pour voir si c'est une trame, c'est une commande qu'elle va utiliser ou pas. Donc, on a un système d'appairage qui va être utilisé pour définir si la télécommande contrôle une lumière ou une autre. Et donc,
après, l'intelligence va être dans la partie récepteur et pas dans la partie transmetteur. Donc, les avantages d'avoir de l'énergie harvesting et c'est de ne pas avoir de pile dans notre télécommande ou dans notre interrupteur. Donc, si on a placé un interrupteur sur un mur, on ne va pas avoir besoin de démonter tout le mur, de démonter l'interrupteur, de faire aucune modification pour changer les piles tous les X mois ou les X années. Pareil pour une télécommande, on cherche toujours la pile de sa téléphone, on a toujours besoin de changer les piles de ses télécommandes. Là, on solutionne le problème et ça permet d'avoir une solution qui est vraiment pérenne dans le temps où le produit fonctionne, on ne se pose plus la question il y a un problème avec le produit. Les inconvénients, c'est qu'on va vraiment être limité par la source d'énergie. Donc, on ne va pas pouvoir faire de la configuration, on va pouvoir donner aucune information à notre produit. Donc ici, c'est des cas d'usage assez simples, mais si on imaginait quelque chose d'un peu plus compliqué, ce serait compliqué de le configurer. C'est compliqué de faire de la sécurité. Donc, on fait de la sécurité d'un point de vue protocolaire, mais on va être limité parce que pour avoir de la sécurité, il faut envoyer plus d'informations, il faut faire des calculs. Et dans le temps qu'on a, avec l'énergie qu'on a créée, ce n'est pas forcément possible de pousser ce système de sécurité assez loin. Et ensuite, il va y avoir l'intégration mécanique. Donc, quand on doit appuyer pour créer de l'énergie, plus on appuie, plus on met de la force dans notre appui, plus on va créer de l'énergie et vice-versa. Donc, forcément, on pourra avoir un système, on va générer beaucoup d'énergie, mais il va falloir appuyer très fort, ce qui va faire que le produit ne sera pas forcément intéressant. Donc, question finale, et quand un appui simple, on ne va pas avoir à appuyer d'une force trop grosse sur le produit final pour créer de l'énergie. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans le développement du produit et ça amène quelques difficultés. Donc ensuite, un autre exemple, c'est l'exemple d'un capteur d'ouverture de porte. Donc là, cette fois, on sera sur une solution de cellules solaires. Et donc là, on est différent de la solution d'avant où on devait faire une action sur le produit pour générer de l'énergie. Là, on va récupérer l'énergie ambiante qui sera autour du capteur. Donc ici, on va mettre une cellule solaire sur notre capteur. Donc, j'ai pris le cas d'un détecteur d'ouverture de porte, qui est une application très simple. C'est composé en deux parties. Donc, sur la droite, là, on voit un petit aimant et on va détecter la présence ou pas de l'aimant pour savoir si la porte est fermée ou ouverte. Donc là, j'ai pris cet exemple pour aller un peu plus loin dans les calculs et la gestion d'énergie. Donc là, on va voir ce qu'il nous faut comme énergie pour envoyer une trame radio et pour processer l'information. Donc, quand on va avoir un changement d'état, donc par exemple une ouverture de porte, le système va se réveiller pour faire la détection. Donc, on va avoir une consommation de l'ordre de quelques milliampères. Et ensuite, on va envoyer une trame radio. Et donc là, on va avoir une consommation de l'ordre de 20-30 milliampères. Donc, on remarque ici, on a 3 envois de trame. À chaque fois, on envoie 3 fois, on envoie la trame en 3 fois pour être sûr qu'elle soit bien envoyée. Et à chaque fois, entre chaque envoi de trame, le processeur va se réendormir et va se réveiller. Donc, si on prend en compte quelques considérations, dans notre capteur, on va avoir une solution de stockage d'énergie. Donc, ici, on va avoir 0,7 mAh. Donc, c'est l'équivalent d'une grosse capacité ou d'une mini-pile. On va pouvoir charger avec notre cellule solaire. Donc, on va toujours avoir une petite source d'énergie disponible. Donc, la cellule solaire, elle va pouvoir nous fournir environ 5 microampères à 200 lux. La consommation pour l'envoi d'une mesure, donc ce qu'on voit sur le diagramme, c'est d'environ 100 microampères secondes. Et donc là, une notion assez intéressante, c'est que si on est en mode sécurisé, on va consommer un petit peu plus. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure,
si on envoie des trames sécurisées, les trames sont déjà plus longues, donc ça met un peu plus de temps à l'envoyer, et il faut faire l'encryption des données, donc ça va aussi consommer un petit peu plus. Donc, on a la comparaison entre les deux. Donc, si on est en sécurisé, on a de l'ordre de 140 microampères seconde, donc presque une fois et demie la consommation. Donc là, dans mon cas d'exemple, j'ai considéré 10 utilisations par jour, donc 5 ouvertures, 5 fermetures. On a un courant de fuite de 0,5 microampères. Et on va avoir un cycle de réveil où on va envoyer le statut. Donc ça, c'est assez important dans un réseau, dans un protocole domotique. On va régulièrement envoyer une trame pour donner son statut. Donc ça permet de savoir qu'on n'a pas manqué une trame et que le capteur est toujours en vie. Donc c'est un peu compliqué des fois parce que ça consomme plus d'énergie. Ça nous nécessite de se réveiller régulièrement, de consommer, etc., d'envoyer des informations. Mais ça permet de savoir que le capteur est fonctionnel, connaître son statut et avoir ce genre d'informations. Et donc, ici, je considère qu'on a 8 heures d'ensoleillement par jour à environ 200 lux. Donc, si on fait quelques calculs, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la consommation globale, ça va être, juste pour envoyer les informations, va être de 0,57 microampères avec la veille. Pour les 10 utilisations par jour, on est de l'ordre de 0,0012 microampères. Donc finalement, c'est pas l'utilisation là on se rend compte que c'est pas l'utilisation du produit elle-même qui va consommer, c'est plus le fait que le produit soit opérationnel, donc qu'il soit soit en veille ou soit en train de donner des informations comme quoi il est opérationnel. C'est pas l'activation du produit en lui-même qui fait qu'on va consommer. Donc, on a une consommation moyenne d'environ 0,57 microampères. Si on calcule la puissance solaire récupérée, on se rend compte on peut calculer qu'on va avoir un temps de charge qui va être d'environ 27 jours, donc de l'ordre d'un mois pour charger complètement le produit. Et pour le temps fonctionnel dans l'obscurité, donc si jamais on n'a pas accès à la lumière, c'est de l'ordre de 50 jours. Donc ici, de la même façon, on a des avantages assez intéressants. On n'a pas de maintenance, pas de changement de pile. La solution est fonctionnelle, on ne se pose pas trop de questions. Par contre, on va avoir également des inconvénients liés au manque d'énergie. On ne va pas pouvoir faire de configuration particulière. Donc ça va être de la configuration qui va être prédéfinie par le revendeur de produits. Donc, ici, nous, on va définir quelque chose. Une autre marque, un autre fabricant va définir des configurations qui sont différentes. L'intégration mécanique et le design, ça c'est un point qui est assez important et qui est souvent un peu considéré dans la technique, mais plus d'un point de vue produit. Quand on fait des produits, on va chercher à vendre des produits pour des utilisateurs finaux qui vont utiliser ces produits. Donc, on a tout un aspect de design qui est assez importante. Et en design, il va falloir prendre en compte l'intégration de la cellule solaire, qui n'est pas forcément la chose la plus facile. Donc, ce n'est pas toujours très esthétique d'avoir une cellule solaire en plein milieu du produit. De la même manière, plus la cellule solaire va être grande, forcément, plus on va récupérer d'énergie, plus le produit va être gros, plus le produit sera visible, etc. Et donc, ça amène des complexités, encore une fois, vraiment de conception de produits qui sont en contradiction avec la technique, puisque techniquement, on voudrait avoir le plus d'énergie possible, le produit peut-être le plus gros possible pour avoir un panneau solaire suffisamment grand, etc. Et enfin, là, on va vraiment dépendre de l'environnement, donc savoir si on est ensoleillé ou pas, si le produit est directement en lien avec de la lumière ou pas. Donc hier, on avait une présentation assez intéressante où on voyait en fonction des différents environnements. Donc idéalement, si on avait un produit qu'on pouvait mettre dehors,
on serait dans le meilleur cas d'utilisation, on aurait un ensoleillement relativement élevé. Si on met notre produit dans la cave, par exemple, on peut imaginer un capteur de température pour surveiller la température de sa cave à vin, pour vérifier que son vin est à une bonne température. Dans une cave, on va pas avoir beaucoup de luminosité, donc on va être vite limité de notre énergie. Enfin, un dernier exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de cet exemple, mais c'est un exemple assez intéressant parce que assez unique, c'est d'utiliser des cellules à effet Peltier pour la récupération d'énergie entre le chaud et le froid d'un radiateur pour récupérer de l'énergie. Donc, on a des produits comme ça qui fonctionnent de manière autonome pour contrôler son radiateur. Donc, pour conclure, l'utilisation de l'énergie harvesting dans le smart home, dans la domotique, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais on va vraiment dépendre d'abord du protocole radio. Donc là, je vous ai présenté par rapport au protocole radio N-Ocean. Donc, c'est possible parce que tout le protocole a été construit de manière à consommer peu et de manière à accepter que des produits puissent envoyer des trames comme ça sans avoir de destinataire ou sans attendre de feedback. Donc, tout le protocole a été construit autour de cette notion de low power et d'énergie harvesting. Donc ici, on voit que le produit va vraiment s'adapter à sa source d'énergie. Donc, dans un cas, on a vu une télécommande où on est obligé de faire une action utilisateur pour donner de l'énergie, pour actionner quelque chose. Dans l'autre, c'est un produit qui va qu'on ne va jamais utiliser finalement, qui va juste envoyer des informations. Donc, un capteur qui va donner des informations selon ce qu'il mesure, pour avoir un capteur de température par exemple. Et donc, on va vraiment adapter à la source d'énergie. On ne pourrait pas avoir l'inverse, par exemple, on ne pourrait pas imaginer un produit sur lequel il faut appuyer dessus pour faire une mesure. Ça n'a pas de sens. Et donc, on est assez limité parce que donc c'est vraiment selon l'énergie harvester qu'on va utiliser, on va pouvoir faire tel ou tel type de produit. Donc, ça apporte des avantages de maintenance. C'est très intéressant, ça, surtout dans l'industriel. Donc, pour des particuliers, dans du smart home, c'est intéressant, mais ce n'est pas non plus vital. Dans des entreprises, quand on va commencer à faire du smart building, si on a une dizaine, une centaine de capteurs, il faut changer les piles des capteurs tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Ce n'est pas forcément intéressant. Ça demande d'avoir de la maintenance, un agent de maintenance qui va venir changer tout ça. Ici, on part sur des solutions qui vont être viables pendant des dizaines d'années. Donc, ça apporte un gain considérable. Ça va dépendre de l'environnement. Donc, comme je l'expliquais, on peut pas être le cas de la cellule solaire pour les capteurs, ça paraît fantastique, mais il y a quand même des limitations selon où on veut l'utiliser. Donc, si on est dans des pièces sombres, potentiellement, on n'aura pas assez d'énergie pour alimenter le produit. Enfin, on a des limitations techniques du manque d'énergie. Donc ça, c'est un problème avec l'évolution de l'IoT en général. On parle de plus en plus de sécurité. Donc, comme je le disais, pour pouvoir faire de la sécurité, il faut plus d'énergie. Et donc, ça va en désaccord avec le système d'énergie harvesting où on essaye d'utiliser le moins d'énergie possible. Après, il y a des notions de mise à jour. Donc, on en parlait juste avant. Justement, pour faire la mise à jour, il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut pouvoir envoyer beaucoup d'énergie ou stocker de l'énergie, ce qui est aujourd'hui pas possible sur des produits en énergie harvesting ou rarement possible. Et c'est des notions qui vont devenir peut-être obligatoires avec l'évolution de la sécurité, de la cybersécurité dans les produits d'IoT. Et derrière, on va forcément avoir une composante de coût. Donc, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais une solution d'énergie harvesting, ça coûte toujours quand même plus cher
en termes de produit qu'une solution avec batterie. Donc, si on se dit qu'avec une batterie, on optimise la consommation d'énergie et qu'on arrive à des durées de vie assez longues de plusieurs années, l'utilisateur va vraiment se poser la question d'avoir un produit sans pile ou pas. Et même si on a l'aspect écologie qui peut rentrer en compte, il y a toujours l'aspect économique qui va prendre le dessus. Et souvent, des solutions d'énergie harvesting peuvent nous faire doubler le prix du produit pour un client final. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles il faut que tout le monde continue à travailler pour optimiser optimiser l'énergie qu'on peut récupérer et optimiser les coûts de fabrication de ce type d'énergie harvestée. Donc voilà pour ma présentation. Merci à vous de m'avoir invité et merci de m'avoir écouté. Donc si vous avez des questions. Oui, il y en a déjà pas mal. On va commencer à les poser. Je vous rends la main déjà ou... Oui, vous pouvez me rendre la main. Donc question numéro 1. Quelle est la durée de vie du système de récupération d'énergie dans l'interrupteur sans fil Nodon en termes de nombre de cycles? Alors, en termes de nombre de cycles, on est de l'ordre de 100 000 cycles. On les qualifie pour des centaines dans les 100 000 cycles, ce qui correspond à plus de 20 ans d'autonomie, 20 ans d'utilisation en général. D'accord. Quelle est la quantité d'énergie en centièmes de microjoules par envoi radio avec ce protocole? Alors, ça va dépendre de l'envoi radio. Donc, alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des commandes et du protocole, mais selon chaque type de produit, on va avoir un applicatif derrière et on va envoyer différents types de commandes. Donc, le cas le plus compliqué, c'est dans les télécommandes, par exemple, où on crée de l'énergie pour l'envoyer. Donc là, c'est la donnée qu'on va envoyer, c'est seulement un octet. Donc un octet de données va être envoyé, qui va correspondre à l'appui-bouton et si c'est quel bouton est appuyé, et si c'est un appui-bouton, un relâchement, etc. Ensuite, à l'intérieur de ça, on va avoir, en plus de ça, on va avoir l'identifiant du produit. Et du coup, ça va nous faire une trame radio qui va vraiment être très courte. Mais selon le type de produit, si c'est un capteur, on va envoyer un peu plus d'informations. Et après, d'autres types de produits vont fonctionner différemment. Et donc, c'est difficile de répondre sur la trame, sur une trame, parce que ça va dépendre des différentes trames. D'accord. Pouvez-vous préciser dans le cas du capteur ouverture de porte, quelle est sa fonction? Management de porte, j'ai du mal à croire qu'il puisse être dans la boucle de sécurité égale anti-franchissement ou anti-écrasement. Alors, sur le cas présenté, c'est un simple cas d'usage de statut, de savoir si ces portes sont ouvertes ou fermées. Donc ici, dans ce cas précis, ce n'est pas forcément pour de la sécurité, mais plus pour de la gestion, par exemple, d'énergie, de savoir si ces fenêtres ou portes sont ouvertes ou fermées dans une pièce et que le chauffage ou une climatisation est ouverte ou est allumée ou fermée, et pouvoir avoir des alertes qui se créent. Par exemple, le chauffage est allumé dans une pièce, la fenêtre est ouverte, créer une alerte pour dire que il y a un problème potentiel. Pour tout ce qui est sécurité, on va avoir différentes choses à mettre en place, que ce soit d'un point de vue protocolaire. Si on veut faire de la sécurité avec son capteur d'ouverture de porte, il faut bien sûr que, idéalement, la communication soit sécurisée d'une part, et d'autre part, il faut que le produit lui-même soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il y ait une solution pour ne pas empêcher le jamming du truc. Donc là, c'est un aimant. Donc on pourrait très bien imaginer que lorsqu'on vient ouvrir une porte, on utilise un aimant pour créer la présence, pour simuler de la présence. On va coller l'aimant à la porte. Et du coup, même en ouvrant la porte, le capteur va croire qu'il y a un aimant qui est à côté. Donc, dans ce cas, il faut implémenter une double solution de
détection d'ouverture de porte avec, par exemple, des systèmes de magnétomètre qui vont permettre d'avoir une deuxième façon de voir si la porte est déplacée ou pas. Et dans ce cas, ça va rajouter forcément une consommation d'énergie, etc. Donc, ici, dans le cas présent, ce n'est pas forcément pour de la sécurité, mais on peut imaginer d'autres solutions pour de la sécurité. D'accord, merci. Et on a une dernière question qui est un peu similaire à une question précédente, par certains côtés. Avec le protocole NOcean, quelle est la quantité d'énergie par envoi, pour quelle puissance et quelle quantité de données utiles et protocolaires? Donc, ouais, comme je le disais, la quantité de données va vraiment dépendre. Donc, encore une fois, si c'est un actionneur, on va envoyer vraiment juste un seul byte, un seul octet de données. Quand c'est des capteurs, on va envoyer jusqu'à 4 octets de données. Et quand c'est des autres produits qui sont branchés sur le secteur, là, on n'a pas vraiment de limite et on peut faire de la configuration. Donc, on peut envoyer beaucoup de données. Donc, je n'ai pas la réponse de la quantité d'énergie exactement, mais je pourrais la récupérer plus tard et puis vous la redonner par la suite si vous voulez. Mais donc, en fait, le protocole est vraiment fait de telle sorte qu'on puisse envoyer des tout petites informations de données si on a un capteur ou un actionneur. Et dans le cas de produits qui sont branchés, qui ont une réserve d'énergie plus grande, on peut envoyer des trames, on va dire, normales avec beaucoup plus de données et faire de la vraie configuration, donc faire de l'atterrage à distance, etc. D'accord. Bah, écoutez, on a fini les questions. Vous ne m'avez pas encore rendu la main, mais vous pouvez peut-être directement la passer à Monsieur Lenezet pour qu'il puisse faire sa présentation. Donc, il représente l'entreprise Würth Électronique et va nous parler de la gestion de l'énergie et la limitation des pertes. Je crois que je me suis trompé de… Dites-moi. Pour donner l'accès, c'est où? Alors, en fait, vous voyez la liste de participants sur votre droite? Oui. Vous mettez votre souris au-dessus de Monsieur Lenezet, vous cliquez sur More et vous cliquez sur Monsieur Lenezet, vous cliquez sur More et vous c'est bon. Voilà, vous le rendez haute. Par contre, il faut arrêter votre présentation aussi. Mais sinon, voilà. Voilà. Et Et coupez votre micro. Eh bien, écoutez, Monsieur Lenezet, la parole est à vous. Tac. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, pas de allô? Ouais, d'accord. Ok. Vous voyez bien mon écran également, je pense. C'est parfait. C'est parti. Hop, je le mets en mode diaporama. Et voilà, c'est parti. Donc, bonjour à tous et puis merci au Crésit pour cette invitation. Donc, mon nom est bien Paul Lenezet. Sur le déroulé de la journée, c'était marqué Christopher Paul. Donc, Christopher Paul, c'est une autre personne. On nous confond très très souvent. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Donc, moi, j'ai la tâche de faire la dernière présentation de ce webinaire qui s'est déroulé sur 2 jours. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, j'ai essayé de réadapter un petit peu ma présentation pour éviter la redite, tout simplement, et puis essayer d'apporter des choses un petit peu nouvelles. Donc, je vais peut-être déborder un petit peu le cadre de l'énergie harvesting, j'irai uniquement pour aller peut-être un petit peu plus loin sur les composants. Voilà. Donc je vais pour me présenter le Würth Électronique pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais juste au préalable présenter rapidement qui nous sommes. Alors, Würth Électronique, c'est une division du groupe Würth. Donc, le groupe Würth, c'est connu principalement pour la visserie. Donc, Würth Électronique est une division du groupe Würth qui est présent sur les composants passifs principalement. Aujourd'hui, alors pour ceux dans l'auditoire ou qui sont en ligne, qui font du design électronique, connaissent Würth pour les PCB. Donc, c'est une partie de Würth Électronique. Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle la partie ISOS, donc qui fabrique, vend et distribue fabrique et vend et s'occupe de la logistique de ces composants pour tout ce qui va être passif. Donc, tout ce qui tourne autour de la ferrite, pour être
relativement simple, c'est le métier historique de Würth Électronique, donc tout ce qui va être inductance, ferrite, dans le cadre de la CEM, et puis par extension, les produits qui tournent autour de la conversion d'énergie, donc tout ce qui va être CAPA, transformateur, coil pour faire du wireless charging, etc. On va avoir aussi quelques power modules et puis un petit peu d'optoélectronics à travers des LED, des optocoupleurs, des photodiodes, etc. On va avoir aussi, je dirais pour compléter, toute une branche de connectique. Voilà, donc j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Et puis récemment, donc après le rachat d'une société qui s'appelle Amber Wireless en Allemagne, donc toute une partie wireless et connectivity et sensor. Donc là, ce sont des modules type Bluetooth, type Wi-Fi, tout à fait classique. Voilà. Alors, nous sommes fabricants logisticiens de composants, donc nous sommes situés en Allemagne pour une grande majeure partie des sites opérationnels. Nos clients, alors on s'adresse à qui? On s'adresse bien évidemment partout où on fait de l'électronique, donc tous les fabricants, les usines d'assemblage, etc. Donc ce qui représente une grande majorité de ceux qui nous consomment nos composants. Mais nous sommes aussi très très présents au niveau des designers, des bureaux d'études, pour être déjà être au contact de ceux qui font les architectures, qui font les produits. Et vis-à-vis de ceux-ci, enfin de l'ensemble de nos clients, nous proposons à la fois la fourniture des composants, mais également du service, donc des services qui sont liés à l'approvisionnement des composants, à savoir l'échantillonnage gratuit, par exemple, pour tout ce qui est mise au point, ce qui est important dans le design, mais également du support technique direct sur des problématiques très personnelles, si on peut dire. Et puis également par l'intermédiaire de séminaires ou de webinaires en ce moment, parce que les séminaires, c'est un petit peu reporté à l'année prochaine en fonction de l'évolution de la situation. Donc beaucoup de webinaires sur des sujets qui traitent autour de nos composants, de leur construction, de leur utilisation, mais aussi des applications qui vont autour, et notamment la conversion de puissance. Voilà. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des ingénieurs d'application dont je fais partie. Nous sommes 4 en France. Et puis donc des technico-commerciaux, hein. C'est des gens qui ont une première approche technique des choses, dont Christopher Paul, hein, qui est sur la partie, sur la zone géographique de l'Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Pays de Loire. Voilà. Et on a une répartition une présence sur tout le territoire de la France. Donc vous avez certainement près de chez vous un commercial, technico-commercial de chez Würth Électronique qui est capable de venir vous voir, discuter de vos problématiques techniques. Voilà. Alors, voilà, alors ça c'était un slide que j'ai gardé, mais qu'on a vu tellement de fois sur lequel je ne vais pas m'étendre énormément, hein. C'était clairement dit et redit plusieurs fois. Donc, la capacité des différentes sources en termes de puissance et de tension, voilà, qui sont assez à prendre en compte. Moi, je reviendrai peut-être sur une méthodologie de création ou de création d'applications qui tournent autour de l'énergie harvesting. Ça a été dit aussi, hein, bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais je vais peut-être les redire différemment. Je pense que pour pouvoir envisager une solution d'énergie harvesting, ce qui est très important à faire, c'est d'envisager la chaîne globale allant de la source jusqu'à l'application. Pour bien caractériser le but de cette chaîne. Et peut-être qu'une première des étapes est peut-être de commencer par l'application en elle-même et de la caractériser en termes d'énergie, de puissance. Donc de faire le bilan de l'ensemble de la puissance en fonction du temps, histoire de savoir quelle est l'énergie moyenne dont l'application a besoin, de connaître les pics de puissance demandés. Si on a juste une communication, on va dire, mettons filaire à faire, ou si on a une communication radio en fonction du protocole radio qu'on a à faire, celui-ci peut demander plus ou moins d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est important à caractériser dès le départ pour pouvoir correctement réaliser la chaîne en amont.
La deuxième chose, c'est bien évidemment de caractériser les sources en présence. Alors, ça paraît tout bête de le faire et de le dire, mais très très souvent, nous, ce qu'on a pu rencontrer sur le terrain, c'est on va très très vite, on a très très vite en tête une source évidente, on va dire, par rapport à une application qui peut être du solaire, qui peut être voilà, qui peut être autre chose. Et parfois, on considère peut-être pas les autres sources qui sont à côté. Je prends l'exemple d'un moteur de véhicule, de voiture, par exemple, dans lequel on va avoir peut-être certainement de la chaleur, on va avoir de la vibration, on va avoir peut-être des flux, différents flux d'air, flux de gaz potentiellement sur l'échappement. Enfin, voilà. On va avoir une certaine tendance à peut-être oublier, sans doute par souci ou je sais pas, on occulte peut-être des choses qui nous paraissent pas forcément évidentes au départ. Donc on va avoir tendance à occulter certaines parties et du coup on se prive aussi d'une certaine source d'énergie. Voilà, donc cette source d'énergie, il faut aussi penser sa stabilité dans le temps, sa concordance avec le besoin de la charge. Est-ce que, c'est pareil, ça paraît tout bête, mais si on veut allumer un éclairage la nuit et qu'on se base uniquement sur le solaire, bon, on va vite se rendre compte qu'il y a un petit souci. Donc là, ça va forcément nous obliger à penser des systèmes de conversion d'énergie, des systèmes de stockage d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est une étape également importante. Et puis la dernière étape, c'est faire le matching entre la source et puis la charge. Donc ça, le matching, c'est transformer cette énergie d'un côté en données comment dire, en grandeur électrique qui va être utilisable par le restant de l'application. Donc une des étapes importantes dans cette troisième step, c'est de choisir le bon transducteur. Donc ce qui va justement transformer l'énergie en grandeur électrique, donc et faire matcher la bonne, faire matcher la bonne grandeur électrique avec la conversion d'énergie derrière. Donc voilà. Hop. Donc voilà, un transducteur qu'on connaît tous, plus ou moins, ça dépend de l'âge qu'on a, mais on en a eu sur nos vélos quand on était petit. Donc c'est typiquement ce type d'utilisation de transducteurs inductifs avec une puissance qui est variable en fonction de si on monte dans la côte ou si on la descend. Voilà, on se rend bien compte de l'efficacité sur l'éclairage. Des transducteurs, on va en trouver différents types. On en a parlé tout hier et encore aujourd'hui. Donc des piezo pour tout ce qui est vibration. On va avoir, on vient de parler du protocole Océan également. Voilà. Donc ça, je dirais des transducteurs, on va avoir différentes caractéristiques, différentes efficacités et différentes résistance en fait, impédance aussi, parce que dans ce qui va être important dans le matching, ça va être ce matching d'impédance qui est une notion qui est relativement complexe. Alors si je simplifie un petit peu les choses, quand on fait un système tout simplement de charge avec une alimentation, une résistance de source, et quand on regarde à quel moment on se retrouve avec un maximum de puissance transférée d'une source vers une charge. Alors dans le cadre de charge purement résistive, là typiquement on s'aperçoit que le maximum power transfer point, il se trouve quand on a une résistance de charge qui est équivalente à la résistance de source. Alors ça, cette simplification, elle ne dure pas très longtemps, elle ne tient pas très très longtemps dans la vie réelle parce qu'on n'a pas à faire des charges qui sont purement résistives. On va avoir des transducteurs qui vont être inductifs, qui vont être capacitifs, donc avec des réactances qui sont imaginaires. On va avoir des charges qui vont être pareilles, qui vont pas forcément être résistives dues aux composantes parasites des différents
éléments qui constituent ces charges. Donc tout ça, ça va être relativement complexe à mettre en œuvre, mais bon, aujourd'hui, il y a quand même on l'a vu hier aussi, il y a des algorithmes embarqués dans des drivers, dans des composants, dans des IC, qui permettent de faire du tracking de ce point-là, et ce qui permet de gagner en efficacité globale sans commune mesure, hein, notamment dans le solaire, par exemple, où on a des gains qui peuvent aller jusqu'à 30-40% supplémentaires rien qu'avec des algorithmes de tracking de MPPT. Voilà. Alors, derrière le transducteur, on va se retrouver avec forcément une conversion d'énergie. Alors, la conversion, je dirais, dans une grande majorité des cas, ça consiste très souvent à faire des adaptations de tension. Et là, on va se retrouver soit avec des conversions AC/DC, soit par des ponts de diode, par exemple, soit on va pouvoir implémenter des topologies de step-down par des bucks, soit des boosts, soit également le conjugué des deux, les buck boosts, les CPIC. Donc à chaque fois, on va se retrouver avec une électronique qui en elle-même on va vouloir d'elle qu'elle utilise le moins possible de puissance, bien évidemment, d'avoir une efficacité la plus forte possible, de manière à ce qu'on puisse avoir un maximum de puissance utilisable par la charge. Donc, chaque fois qu'on va avoir de la conversion, et on va provoquer des pertes, hein, bien sûr, la puissance en sortie, c'est la puissance d'entrée plus ou moins plutôt. Les puissances liées à la conversion et liées aux fuites. Donc, à chaque fois qu'on va se retrouver avec des drops en tension qui sont liés aux résistances internes, par exemple, on va se retrouver avec des fuites, avec des pertes. À chaque fois que nos composants ne sont pas parfaits, ils vont avoir des fuites, on va se retrouver avec de la perte de puissance également à chaque étage. Donc, on se rend assez vite compte que chaque élément va être déterminant si, dans un sens, dans un autre, si on n'y prête pas attention, quoi. Alors, je vais prendre un exemple chez nous qui est un de nos composants qu'on vend le plus, ce sont les inductances. Donc là, je vais peut-être aller un petit peu plus loin que le cadre de l'énergie harvesting, mais plus de la conversion d'énergie. Où là, on va voir, c'est un composant qui est extrêmement basique, hein, c'est du fil entouré sur quelque chose, du fil de cuivre, voilà, tout simplement. C'est vraiment le composant passif auquel on ne prête pas forcément une grande attention a priori. Mais quand on regarde de près, voilà, il suffit quand on regarde le nombre de composants qu'on a dans Farnell quand on tape inductance, et on s'aperçoit vite que pour bien le choisir, il faut bien l'analyser. Alors, si on regarde simplement le côté des pertes, dans une inductance, on va avoir deux types de pertes. On va avoir des pertes qui sont liées aux pertes cœur et des pertes qui sont liées aux pertes cuivre. Alors, les pertes cœur qui sont liées à l'hystérésis magnétique, qui est liée au cœur magnétique. Et on va avoir aussi des pertes liées au courant de Foucault, donc des petits courants qui sont très localisés, qui représentent, qui sont liés à une circulation de courant à l'intérieur du cœur conducteur, dans le cadre d'un cœur conducteur. Au niveau des pertes cuivre, on va se retrouver avec des pertes qui sont liées au cuivre, à la résistance DCR du cuivre, des DC losses. Et on va également avoir des pertes AC qui sont liées à la structure. Donc, voilà. Donc, si je redétaille un petit peu, les pertes cuivre, alors donc on répartit entre pertes DC et pertes AC. Donc les pertes DC sont relativement simples à comprendre, c'est du RI carré. Donc plus la résistance du fil est importante, plus nos pertes vont être importantes. Ça va se transformer tout simplement en chaleur. Et là-dessus, on va avoir différentes technologies, différentes possibilités de réduire ces pertes. Donc, en utilisant des fils différents, des sections de fils différents, on va avoir du fil rond, du fil carré, du fil de Litz. Voilà.
On va avoir voilà, plus ou moins de tours aussi en fonction de l'inductance, donc ça va avoir un impact sur le RDC, etc., etc. On va avoir des pertes AC, donc des pertes AC qui sont liées à la fréquence de découpage dans le cadre de la conversion d'un bug, d'un boost, etc. Où là, le fait de monter en fréquence va faire que la répartition du courant sur la section du cuivre va se retrouver non plus uniformément répartie, mais repoussée un peu sur les bords. Donc c'est ce qu'on appelle le skin effect. Ce qui va faire quand on monte en fréquence, on se retrouve avec du courant qui ne circule qu'en périphérie du conducteur. Donc ce qui fait que naturellement, on va avoir une densité de courant beaucoup plus élevée sur une surface beaucoup plus faible. Donc la résistivité, le R, on va dire la résistivité va augmenter. Donc on se retrouve un petit peu dans c'est comme si le RDC se mettait à augmenter d'un coup, quoi. Voilà, donc ça va augmenter les pertes AC. On va avoir un autre effet qui s'appelle le proximity effect. C'est simplement en fait l'attirance. Quand on va avoir deux conducteurs qui passent l'un à côté de l'autre, on va avoir une certaine attirance ou une répulsion des porteurs de charge qui vont faire que non seulement on va avoir une répartition en surface ou en périphérie du conducteur, mais on va aussi avoir une répartition d'un côté ou de l'autre. Donc ça va encore diminuer la surface de la section conductrice réellement du fil, ce qui va encore augmenter les pertes, le RDC si on peut dire, le RAC plutôt, on va l'appeler comme ça. Voilà, donc là-dessus, pour contrer un peu ces effets, on va utiliser différents types de fils. Voilà. Pour ce qui concerne les pertes cœur, alors les pertes cœur, c'est des choses qui sont déjà plus compliquées à caractériser parce que c'est, je dirais, c'est lié à la constitution du cœur, dans ses matériaux, dans sa forme, dans sa taille, etc. Donc il y a des formules, il y a des modèles mathématiques qui permettent d'estimer ces pertes, de calculer ces pertes. Donc c'est des calculs qui sont complexes, je ne vais pas les détailler, je serais même incapable de vous les détailler clairement. Pour ça, heureusement, on va avoir des outils pour le faire, heureusement, et puis de l'autre côté, on a aussi des mesures qui nous permettent d'avoir une bonne estimation de ces pertes. Alors, ces pertes-là, elles vont être liées, je dirais, le paramètre sur lequel l'utilisateur va pouvoir jouer, ça va être la fréquence de découpage. Donc, en augmentant ou en baissant la fréquence de découpage, il va pouvoir agir sur ces pertes, les pertes cuivre. Il va pouvoir aussi avoir le choix dans les matériaux utilisés. Et naturellement, pour des matériaux où on va chercher l'optimisation des pertes cœur, on sera sur des matériaux qui seront un petit peu plus élaborés et des choses qui vont être différentes du standard, si on peut dire, quoi, si on pousse un peu la construction. Voilà, donc tout ça fait que quand on veut choisir une inductance, en fonction de son utilisation, on va avoir énormément de paramètres sur lesquels on va pouvoir agir pour pouvoir identifier la bonne inductance, quoi. On pourrait faire à peu près la même chose sur les capacités. Il y a différentes topologies, différentes technologies, avec différentes caractéristiques, aussi bien en efficacité, aussi bien en composants parasites avec les ESR, les ESL, etc. Le comportement en température également, parce que ça, là, j'en ai pas parlé sur les inductances, là, mais le comportement en température, typiquement des X7R, des X5R, des NP0, va faire que si on est sur, par exemple, une application qui utilise le gradient de température comme source d'énergie, c'est pas impossible que le système en soi soit aussi, lui, soumis à des gradients de température qui vont automatiquement augmenter les pertes dans un sens ou diminuer ses pertes aussi, je dirais dans l'autre sens, heureusement. En tout cas, créer de l'instabilité et diminuer l'efficacité globale du système. Voilà.
Voilà, donc des outils. Alors nous, de notre côté, chez Vurt Electronics, on a un logiciel en ligne qui s'appelle RedExpert qui permet d'estimer en fonction des différentes topologies de conversion d'énergie des pertes à l'intérieur des inductances. Donc aussi bien des pertes AC, pertes DC, le total des pertes. Et en fonction, on se rend assez vite compte qu'en fonction de la topologie des caractéristiques de l'application, on va pouvoir ça va être un compromis. On va pouvoir reporter à un moment soit des pertes DC, soit des pertes AC, de manière voilà, c'est un énorme compromis entre tous les paramètres qui va faire qu'on va aller vers la meilleure solution par rapport à notre application. Voilà. Alors, si vous allez sur notre site internet, vous pourrez voir qu'on propose des kits de démonstration pour tout ce qui est energy harvesting. Alors, c'est des kits qui ont été développés il y a quelques temps maintenant en collaboration avec Linear Technology et Analog Device. Des kits qui se ressemblent, on a deux kits qui se ressemblent relativement bien, qui sont à peu près sous la même forme que l'image que vous voyez à côté. Je vais essayer de mettre mon pointeur. Voilà, avec une carte, on va dire à gauche, qui est une carte applicative dans laquelle on va pouvoir. Alors ici, celle-ci, c'est une carte sur laquelle on peut. C'est un nœud. Un sensor qui est sur un réseau Dust. Alors, je ne le connais pas bien, ce réseau-là, à vrai dire. C'est un réseau développé par Linear qui permet de faire une communication voilà, une communication sans fil sur de l'état d'un capteur. On a un petit écran aussi qui lui permet qui est optimisé pour fonctionner sur les sources d'énergie qui sont sur la carte à droite. Donc là, on va retrouver différentes sources d'énergie, différentes chaînes d'acquisition, avec le transducteur qu'on va retrouver par exemple ici, c'est un effet Seebeck, des panneaux solaires, on va avoir du piezo branchable ici, et puis par une sélection de différents chemins, on va pouvoir venir activer, pouvoir venir mettre la source, alimenter cette carte-là par la source désirée. Et donc à chaque fois, on va avoir toute la topologie de conversion d'énergie, ainsi que des composants des inductances, différents types d'inductances. Voilà. Donc, je fais un zoom sur cette carte-là, on va avoir la possibilité de faire du solar, du TEG, donc du Seebeck, du piezo. Et voilà, on a la possibilité de brancher des supercaps, de brancher des batteries également pour vérifier la charge, la gestion de l'énergie dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous trouvez. Alors, vous trouverez ça sur notre site, vous trouverez de la documentation dessus, vous trouverez également des notes d'appli sur le site de Linear. On va avoir un deuxième kit, j'ai pas mis de photo, mais c'est le deuxième kit que vous trouverez qui permet d'avoir une programmation sur c'est un EMF32, c'est un petit microcontrôleur dans lequel, donc avec un système de développement sous IAR, il me semble, qui permet de venir coder sa propre application. Donc ça peut être intéressant aussi pour voilà, tout est disponible en ligne normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Hop. Alors voilà, un petit zoom sur une des parties. On va retrouver ici, on va retrouver notre inductance, on va retrouver différents types d'inductance. Je ne vais pas vous les lister, vous les retrouverez facilement sur notre site. Différentes topologies, des capacités, etc. Voilà. J'en profite juste pour introduire un composant en particulier qui a été utilisé, développé en partie pour ce composant LTC 3108, qui est un transformateur, si on peut dire, qui est dédié à l'energy harvesting, qui s'appelle le HPI chez nous. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, il y a tout simplement un rapport d'enroulement qui est intéressant, qui est de 1%, qui permet en fait à partir d'une très faible tension de venir alimenter le composant, et il y a à l'intérieur duquel il y a une topologie de résonant. En fait, c'est un buck, comment on l'appelle déjà celui-là? C'est
C'est un convertisseur résonant. Voilà, je n'ai plus le nom exact en tête. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tout simplement, donc c'est un petit composant qui fait 6 par 6, 4 de hauteur. On va retrouver des enrôlements de 1%, de 1 pour 50, de 1 pour 20. Donc, voilà, c'est un petit... voilà, disponible. On a quelques autres. Alors, oui, un petit focus sur une autre catégorie de composants intéressante aussi pour dans le cas de l'énergie harvesting, c'est les supercapaciteurs. Donc nous, on en a quelques-unes chez nous. Alors on n'a pas le catalogue le plus complet sur le sujet, mais en tout cas juste pour ceux qui ne connaissent pas trop la supercapacité, c'est des condensateurs de très forte capacité. On va de 3 farads à 50 farads chez nous, qui sont en 2,7 volts, donc des tensions relativement basses par rapport aux capacités habituelles. Et ce qui les caractérise, c'est une distribution, une densité d'énergie qui va se situer entre la capa classique et la batterie, et donc assez intéressante, et une puissance, une densité de puissance aussi qui est largement supérieure aux batteries, et qui leur permet d'alimenter facilement des petits systèmes. Donc, une fois qu'elles sont rechargées, ça permet de faire un stockage d'énergie qui est relativement stable dans le temps, malgré ils ont forcément une petite fuite de courant dans le temps aussi, mais sont des composants très intéressants. Ils ont aussi l'avantage d'avoir des cycles de charge, de décharge qui sont très élevés. Donc, par rapport à une batterie, on est sur 200 000 cycles, un truc comme ça. Donc, par rapport à des batteries, c'est pareil, ça peut être assez intéressant. D'un point de vue assemblage, utilisation, c'est aussi, il y a moins de précautions, on va dire, à prendre que sur les batteries, quoi. Voilà. Alors, on les appelle les supercapacités, mais la technologie en interne est complètement différente des capacités, hein. On les appelle supercapacités principalement par leur ressemblance, on va dire, mécanique et fonctionnelle, mais je dirais, elles n'ont pas du tout la même structure, en tout cas les contraintes d'utilisation ne sont pas les mêmes. On a des tensions de 2,7 volts sur lesquelles il ne faut absolument pas dépasser, qu'on peut utiliser, on peut les utiliser à 2,7 par exemple. Voilà. Donc voilà, par rapport à les solutions d'énergie harvesting de développement, alors on en trouve un peu partout. La promesse de l'énergie harvesting est très très intéressante sur plein de points, plein de domaines, plein d'applications. La mise en œuvre est déjà tout de suite un petit peu plus complexe, parce que chaque application est différente, avec des contraintes très différentes, et les contraintes environnementales sur les composants vont relativement vite peser sur l'efficacité globale de la solution. Donc, dans le développement, bien faire attention à l'ensemble de ces contraintes, de manière à avoir le système le plus efficace. Alors, c'est sûr que plus on va avoir d'énergie disponible derrière, plus on a de la marge de sécurité, si on peut dire, mieux c'est, bien évidemment, quoi. Voilà, une petite dernière application rigolote. C'était le projet d'une étude, hier, il y avait des gens qui disaient que recharger un téléphone avec une chaussure qui bouge, ou une chaussure qui c'était de l'utopie. Alors, il y en a qui ont pourtant essayé de résoudre, en tout cas de s'approcher de cette utopie, et voilà, ils avaient fait un espèce de démonstrateur sur lequel on venait récupérer à la fois du souffle et de la ventilation pour pouvoir charger son téléphone. Alors, je crois que cette application elle est restée à l'état de prototype. Voilà. Donc, si bien sûr, on pourrait faire passer beaucoup plus de temps à parler des composants, de leur construction, comment on contrecarre les effets parasites de ces composants. On pourrait parler également des convertisseurs d'énergie, des différentes topologies, comment on les optimise, comment on choisit les composants pour matcher au plus près des applications. En une demi-heure, c'est absolument impossible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ou prendre contact par le Crésit, bien évidemment. On a des webinaires qui sont disponibles sur YouTube, des pages LinkedIn, etc. On a tout ce qu'il faut au niveau communication. Il ne faut pas hésiter.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On a déjà quelques questions et il y avait Christopher Paul dans l'Assemblée qui a commencé à y répondre, mais je vais quand même la lire parce que je suis pas sûr que tout le monde ait reçu. Alors, la question c'était: est-ce que RedExpert est disponible en libre service? Donc la réponse a été oui. Il suffit de s'inscrire sur redexpert.online.com/redexpert et Monsieur Paul vous propose, Christopher Paul, vous propose une initiation par téléphone de 15 minutes tous les lundis et vendredis entre 12h et 12h30. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être un complément, Monsieur Lenezet. Non, tout à fait, c'est parfait. D'accord. Autre question, peut-on combiner simultanément plusieurs sources d'énergie? Si oui, comment fait-on pour combiner les sorties de différents convertisseurs? Très bonne question. Alors là-dessus, c'est pas forcément, alors c'est pas forcément évident. C'est toujours pareil. C'est soit on peut le faire de manière active et puis on a des composants, des fabricants d'IC qui permettent d'avoir des petits des switches relativement bien intégrés qui permettent d'avoir des mécaniques ou des algorithmes en fonction de la présence d'une tension sur une partie vont favoriser plus ou moins le chemin de la puissance. Alors ça, c'est une possibilité. Alors là, pour le coup, il y a des gens comme Linear qui le font, des gens comme Microchip qui le font également. Ou alors, c'est une architecture basée sur des composants passifs avec des comparateurs. Là, on est plus sur des systèmes un petit peu à l'ancienne, si on peut dire, des comparateurs basés sur des diodes, sur des niveaux, etc., en prenant bien évidemment en compte tous les effets parasites et toutes les fuites qu'on peut avoir à droite à gauche, quoi. Donc c'est une architecture électronique. Là, pour le coup, s'il y avait des besoins, on pourrait en reparler plus particulièrement. D'accord. Là, j'ai une question d'ordre général, donc qui ne s'adresse pas directement à vous. Sera-t-il possible d'avoir accès aux différentes présentations de ces 2 jours? Alors oui, pour y avoir accès, en fait, normalement, quand vous allez quitter le webinaire, vous allez avoir une page internet qui va s'ouvrir avec un questionnaire à remplir. Si jamais ça ne fonctionnait pas, parce que je sais qu'il y a certaines personnes chez qui ça n'a pas marché, vous recevrez par mail ce questionnaire. Et une fois que vous y aurez répondu, vous aurez accès à un lien avec les présentations des différents participants. Potentiellement, si jamais il y a des choses qui sont un petit peu confidentielles, ils seront légèrement allégés. Mais normalement, vous devriez avoir accès à la quasi-totalité de tout ce qu'il y a eu pendant les 2 jours. Sinon, Madame Patouillard avait une question à Monsieur Lenezet. Vous avez parlé dans un de vos kits de développement d'écran. Est-ce que c'est d'écran type e-paper? Est-ce que vous avez testé ou est-ce qu'il y a plusieurs technologies différentes sur ces écrans-là? Alors que je regarde, hop. Non, en fait, il n'y a pas plusieurs types d'écrans. Il y en a vraiment qu'un. Celui qui est embarqué dessus, je crois que c'est pas du e-paper, c'est on va dire, là pour le coup, c'est une petite colle. Je pourrais vous donner l'information. Il faudrait que je la regarde, mais c'est pas du e-paper. Mais effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Je vais rechercher l'information et puis je vais vous la donner. D'accord, merci. Et j'avais également une autre question. Vous avez parlé des différentes possibilités sur les composants type inductance ou capacité avec les problématiques des effets de taux, etc. Est-ce que vous travaillez en explorant des nouveaux matériaux ou des nouvelles technologies qui pourraient permettre de réaliser des composants avec des contraintes un peu allégées par rapport aux différentes pertes? Alors là, j'ai pas parlé des différentes constructions possibles des inductances, mais effectivement, régulièrement, on travaille sur l'amélioration. Alors, l'inductance, c'est toujours un compromis en fonction d'un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'on veut de l'efficacité
du haut rendement? Est-ce qu'on veut un prix relativement abordable, une construction plutôt standard, etc. Donc oui, régulièrement, on travaille sur des nouveaux matériaux. Donc dans la liste des matériaux, par exemple, il y a du nickel zinc ou du manganèse zinc qui sont les matériaux les plus courants. Mais on va avoir alors les matériaux, c'est un peu des recettes, c'est un peu des mixtures un peu secrètes. Mais on va avoir des matériaux qui s'appellent des WIPERN, du superflu, etc., sur lesquels on va apporter différentes modifications pour optimiser les pertes cœur principalement. On va avoir aussi par exemple, des composants qui sont moulés, donc qui sont moulés avec une mixture de ferromagnétique dans lequel on va insérer de l'air gap, par exemple, qui permet de monter plus haut en fréquence, d'avoir des courants de saturation qui vont être beaucoup plus hauts pour des tailles qui vont être plus petites. Voilà, avec d'autres impacts sur des fréquences de résonance voilà. Donc globalement, dans le catalogue, j'ai pas le nombre de références différentes d'inductance exacte, mais il y en a quand même un certain nombre. Et là-dessus, oui, ça fait partie des investigations que l'on fait du côté des recherches que l'on fait pour innover et proposer des composants qui vont être meilleurs. Alors le composant idéal qui est bon partout, ça n'existe pas. Maintenant, on essaye de proposer un maximum de choses pour que les designers puissent faire le bon choix, quoi. D'accord, écoutez, merci. Donc, il y a des nouveaux composants qui vont bientôt sortir et on sera intéressé effectivement d'être tenu au courant par rapport à tout ça. Donc, je laisse la conclusion à Cyril par rapport à ce webinaire. Écoutez, du coup, vu qu'on a eu une question générale concernant l'accès aux différentes présentations, je ne vous répète pas le fait qu'il faut répondre aux questionnaires, s'il vous plaît, qui vont vous être présentés. Il y en aura pour 2 minutes et vous aurez ensuite accès aux présentations. On organise également un séminaire le 15 octobre sur les communications sans fil avec un focus sur la 5G. Voilà, donc on espère que ce sera cette fois-ci en présentiel à Orléans, dans les locaux de Polytech, hein, c'est bien ça. Voilà, donc rendez-vous le 15 octobre pour ceux que ça intéresserait. Monsieur Leneza, si vous pouviez juste me rendre la main pour que je puisse fermer le webinaire. Et puis, écoutez, merci à tous. Merci à tous les présentateurs de ces 2 jours et aux spectateurs également. Et puis, écoutez, bonne fin de journée à tous. À très bientôt et n'hésitez pas, voilà, pour avoir des infos sur on peut aussi organiser des ateliers beaucoup plus courts le soir. Normalement, il y en a qui sont prévus au mois de septembre, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet ou c'est pareil, les réseaux sociaux sur LinkedIn, on a pas mal de choses de communication pour rester informé des activités du CRESIT. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.